C'est un film dont je me suis rendu compte en le faisant qu'il y avait une logique avec ce film-là, et c'est une logique qui a évidemment que m'a remis en lumière un film que j'avais pas vu depuis un bout de temps, et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah oui, évidemment, dans Hiroshima mon amour de René, qui mélange l'histoire d'une femme tondue avec l'histoire d'Hiroshima. Ça s'ancre dans la figure du bouc émissaire, ou de la figure de la vengeance, totalement gratuite. Voilà. Donc les femmes tondues, l'acte est un acte d'expiation, enfin, voilà, de trop qu'aurait dû ne pas arriver. Hiroshima, c'est la même chose. Hiroshima n'a aucun sens historique. Aucun. Vraiment. À part montrer qu'on a la bombe et que c'est super, qu'on est plus fort, qu'on est les plus beaux, on est les plus blonds, et on peut massacrer des Japonais comme ça. Donc c'est un acte totalement gratuit, et c'est un film qui s'ancre dans, pareil, un détail. Je vais dans une librairie à Paris, de seconde main, enfin de livres d'occasion, et je vais dans le stock de livres d'histoire, et là j'ai reçu tout un stock de bouquins d'un survivant d'Hiroshima. Donc j'en achète un, à un moment je le lis, et là ça m'a profondément ému parce que je ne savais pas. Voilà. Je savais qu'il y avait eu une bombe, je savais que c'était la fin de la guerre. Au programme, on le bac un peu parce que c'est la fin de l'année, il va y avoir le bac, et puis il faut que ça s'arrête. Enfin, je me rappelle qu'Hiroshima, ça avait été, en 10 minutes, c'était fait, quoi. Et là, le témoignage du survivant, et qu'est-ce qui s'est réellement passé pour eux, j'ai eu honte de ne pas le savoir. Mais j'ai vraiment eu honte de ne pas le savoir. Et du coup, voilà, après c'est devenu des recherches, et au bout d'un moment, ça s'est ancré dans ce projet de film. Donc, on Donc va de voir. cette honte est né un film. Oui. Enfin, du coup, la honte, elle, évidemment, elle se retrouve absolument pas dans le film, mais c'est un film d'une certaine manière, moi, la question qu'il me pose, comme je l'ai fabriqué, c'est pourquoi je ne le savais pas. Donc, c'est un film sur la mémoire de l'événement. C'est pas un film sur Hiroshima, c'est un film sur la mémoire d'Hiroshima. La recherche d'images d'archives. C'était long. C'était pas très compliqué, c'était assez long. Une des données était que je n'avais pas assez d'argent pour acheter les images. Une photographie, hein, une photographie d'une archive classique pour un film, selon le film. Enfin, le problème d'un film de cinéma, c'est qu'on est obligé d'acheter les droits se négocient par rapport au support et à la durée d'exploitation. Quand on fait un film de cinéma, on achète tous les supports, salle, cinéma, télévision, internet, tout ça, tout territoire, parce que le film peut circuler dans le monde entier, et sur des durées de 30 ans. Ce qui fait que les archives, d'un coup, une photo, c'est facilement 2000 euros. Voilà. Donc quand on voit le nombre de photos, on se dit 2000 € par 1000, ben, je ne les ai pas, j'ai 40 000. Voilà. Du coup, je suis allé là-bas, j'ai travaillé avec une assistante, et la recherche, d'abord, elle est... De mon côté, j'avais commencé à repérer des photographies dans des livres, où il y a des photos d'archives. Du coup, j'avais commencé à faire une liste des différentes sources. Et cette assistante a commencé à travailler. On a commencé à travailler en correspondance, où elle a commencé à questionner. Elle n'était pas du tout, elle, documentaliste. Elle a commencé à poser la question dans différents types d'archives et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivé, on a fait le tour vraiment de toutes les archives. La plus évidente était le musée de la paix, qui est l'endroit responsable de toute la mémoire d'Hiroshima, qui gère le parc qu'on voit, les collections, euh, le musée, les colloques, enfin tout. Et du coup, beaucoup de photographes ont légué leurs photos, leurs fonds à ce musée. Euh, le problème qui est très vite arrivé, c'est que quand je suis allé faire ma demande, ils m'ont dit non. Donc déjà, d'un coup, ça m'a enlevé la plus grosse source d'images existantes, quoi. Euh, et ensuite, du coup, on a passé notre temps à aller dans... Ils sont un peu, le Japon est un peu organisé comme chez nous, c'est des échelons partout. Donc en fait, Hiroshima est assez grand, donc il y a des mairies de quartier, il y a la mairie principale, il y a la préfecture, l'équivalent donc de la région. Chaque service a ses archives dans chacune des administrations. Donc en fait, il y avait un nombre il y avait des archives assez importantes comme les municipales, mais il y avait plein aussi voilà, les archives du service des sports, le service du protocole et tout ça. Et du coup, on est allé dans les fonds les uns après les autres, et j'ai regardé toutes les photos sur album. La difficulté, c'est que par exemple, un bâtiment, c'est comme si on cherchait Tour Eiffel. À part les photos où il y a vraiment la Tour Eiffel en gros plan, là, les gens, enfin dans les fonds d'archives, il va y avoir le champ de Mars, il va y avoir plein de choses, mais pas forcément
Donc il faut tout regarder pour prendre toutes les photos, là, moi où il y avait le dôme. Et la deuxième partie de recherche a été de contacter les photographes qui avaient pris ces photos, savoir s'ils en avaient d'autres. Et sur place, j'ai acheté énormément de livres. Et dès qu'on trouvait une nouvelle référence, un nom, on contactait les photographes pour qu'ils nous donnent les photos. Ils ont tous accepté de nous les donner gratuitement. Et j'ai juste pour finir le film, une fois que je suis revenu et que sur le montage, avec voilà, cette histoire de traverser chronologiquement et spatialement, j'avais des moments où j'avais un peu je coinçais un peu sur certains passages. Donc j'avais gardé un tout petit peu d'argent pour cette fois-ci acheter des images voilà, dans des images privées, donc où ils avaient beaucoup de choses, où je pouvais juste acheter l'image du point de vue qui m'intéressait à l'époque, qui m'intéressait. Mais du coup, ça a été, voilà, c'était assez simple, mais c'était très long, hein, ça a pris un an pour récolter toutes les images, les droits et tout ça. Et en plus, comme c'était en japonais, c'était pas très pratique, je devais scanner les références pour que mon assistante les rentre dans un tableau Excel, mettre le nom en caractère latin. Enfin, la gestion même de l'organisation était très compliquée à cause de cette histoire de caractère japonais. Voilà. Et sur le musée, pour revenir à ta question sur les archives, par exemple, ça, c'est très problématique. Les raisons pour lesquelles ils m'ont dit non, donc j'y vais, moi, très naïf, hein, voilà, je viens faire un film sur Hiroshima, c'est le lieu, etc. Le musée donc là, ils ont changé hein, cette année, mais jusque-là, donc cette institution qui est quand même énorme, hein, qui gère l'ensemble de la mémoire de Hiroshima, qui est quand même un événement qui nous concerne tous, est géré par une personne. Pas un comité scientifique, un comité non, une personne qui s'occupe de tout. Du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile. Et quand j'ai fait ma demande, ils m'ont dit non parce que je leur avais présenté un film que j'avais fait qui s'appelle Yesire, qui finit sur les camps et qui était un montage de photographie, mais excessivement rapide, qui ressemblait vraiment à de l'animation. Et ils m'ont dit, bah non, on ne peut pas vous donner les photos pour faire ça. Je fais, mais je ne vais pas faire ça. D'ailleurs, vous pouvez me les donner comme ça se fait d'habitude. Des fois, ce qui se gère avec les archives, c'est que les gens peuvent prêter leurs archives, mais ils valident le fait qu'ils nous les donnent à visionnage du film. Bon. Là, ils n'ont pas voulu, et surtout l'argument massu, c'était mais si on vous autorise, vous, d'utiliser ces images, on n'aura plus d'argument pour le refuser aux autres. On parle direct. Voilà, et je fais mais je comprends pas, donc ils m'expliquent qu'ils acceptent que ce soit pour la NHK, l'équivalent de la télé nationale japonaise, pour les livres éducatifs, mais pas pour les autres, parce que certains font n'importe quoi, en parlant d'Hiroshima, ce qui est vrai. Dans les films, sur les sujets historiques, il y a des films qui sont bien, et il y a des films qui racontent n'importe quoi. Mais c'est le prix à payer pour qu'il y ait des bons films. On ne peut pas savoir avant, enfin si on dit non, effectivement, voilà, leur solution c'était de dire non à tout le monde. Et je suis sorti du rendez-vous, je n'avais absolument pas compris. Enfin, je ne comprends pas comment. Donc cette fois-ci, c'est pas l'argent qui fait que l'histoire ne peut pas être racontée, mais c'est quelqu'un tout seul dans son bureau qui décide que cette histoire, il y aura que lui qui va la raconter, comment il veut la raconter, et qui joue de son pouvoir. Voilà. C'était très. Et ce qui m'a surpris chez eux, c'est que donc le film reçoit un prix du ministère de la Culture au Japon. Donc il y a un article de presse et tout ça, et je reçois une lettre du musée qui s'excuse de ne pas m'avoir donné les images. Je me suis dit, bon, au moins, ce qui est toujours bien dans ce type de choses, c'est le fait de faire avancer les positions pour les prochains, quoi. Et j'ai un ami japonais de Hiroshima qui leur a demandé, qui travaille sur le bâtiment, qui leur a demandé des photos, on lui a dit non. Voilà, et c'est eux qui possèdent 90% des fonds sur Hiroshima. Le choix de la musique qui accompagne le film. Oui, il vient de... J'ai longtemps hésité entre deux morceaux. En fait, j'ai pris, quand j'étais là-bas, en plus des archives, j'avais pris... je ne sais pas quelle cadence allait avoir le rythme du montage, et du coup, comme je savais qu'à la fin, je voulais que dans la partie contemporaine, ça s'accélère, j'ai pris moi-même énormément de photos en vue de faire une pixelisation. Donc, du coup, j'ai pris 30 000 photos en un mois et demi. Donc, du coup, j'ai eu le temps de vraiment m'ennuyer, et j'ai écouté beaucoup de musique. Et il y avait deux morceaux qui m'ont beaucoup plu, et ça c'est celui-là que j'ai choisi. L'autre c'était un morceau de groupe rock japonais qui faisait une musique comme un peu rock symphonique, où c'était une espèce de montée en puissance comme ça. Euh, mais je me suis arrêté à donc Current 93 parce que il y a beaucoup de choses m'ont plu dans ce morceau, et quand je l'écoutais là-bas, le fait de parler en anglais, travailler en anglais, fait que quand on écoute de la musique, d'un coup on entend plus les paroles. Donc là, d'un coup, j'ai écouté cet album et j'écoute ce morceau.
Et je me suis dit, c'est bizarre, ça pourrait être écrit pour Hiroshima. Vraiment. Ça parle de photos vieillies, ça parle de cloches. Hiroshima était une ville catholique, donc l'histoire des cloches de l'église sont assez importantes dans l'histoire de la ville. Ça parle de la résurrection, ça parle de la mémoire, parce que c'est une chanson sur Lazare. Ça parle de poissons morts dans les rivières. Enfin, il y avait tout l'imaginaire de la chanson aurait pu être, voilà, aurait pu être lié à cette histoire d'Hiroshima. Et bon, évidemment, ça pose la question de l'anglais, ça pose la question de, à partir du moment où on sait qu'on ne va pas sous-titrer, là c'était l'anglais, ça aurait pu être de l'espagnol, hein, ça aurait pu être n'importe quelle langue. C'est-à-dire qu'on donne des éléments que seule une partie du public va pouvoir comprendre. Mais la mélancolie de la voix était tellement forte que quelque chose passe toujours. Voilà. Et je m'étais dit, de toute façon, ça passera, la manière dont il chante. Et les deux autres choses qui ont été très importantes pour le film, c'était la modestie de l'enregistrement. J'aimais beaucoup on sent un enregistrement au piano à la maison, comme c'est une chose très douce, hein, qui participe aussi à la fragilité. Et la boucle du piano. C'est juste une boucle de piano qui tourne, qui tourne, qui tourne, sur laquelle il chante, mais qu'il n'y a aucune évolution. Et qui répondait très clairement, le film était déjà pensé pour être circulaire, et du coup il y avait une évidence. C'est-à-dire d'un coup une chanson qui tourne, et avec un film qui tourne. Et voilà, et les deux étaient parfaits. C'est presque une chanson qui aurait pu être composée pour le film après le montage, mais il y avait voilà, beaucoup de ces hasards, et c'est une chanson qui, moi, m'émeut beaucoup, et elle participe beaucoup à l'émotion du film. Alors cette photo, quand on fait ce type de recherche, il y a toujours des moments où on tombe sur des choses inattendues ou importantes. Moi, je faisais les recherches et je tombe sur cette photo. Faite avant le bombardement, et comme c'était une pause longue, et que les gens bougeaient autour de la table, ils sont à moitié effacés. Donc comme ça, il y a de la... Quand on fait un film sur les fantômes et sur les gens qui disparaissent, et qu'on a ces gens à moitié... Et puis c'est typiquement photographique, j'avais fait un film sur les photographies, là c'est un défaut de photographie, donc la disparition est liée au médium, il y avait quelque chose comme ça qui m'a voilà, vraiment énormément touché dans cette photo, mais elle ne pouvait pas être mise dans le film. Parce que comme le dôme est vu à travers une arche, si je l'avais mis entre les trois photos d'immeubles, on n'aurait pas vu la photo. Et puis elle aurait fait comme une saute en plus, elle aurait été... en termes de cadre et ce qu'elle racontait, ça tombait pas. Dans la deuxième partie, on voit des gens, on a le temps de les voir, mais dans cette première partie, c'est des photos trop anciennes, il n'y avait pas la place pour ça. Le film devait se finir par les lanternes, mais du coup, je devais la mettre, cette photo. Et du coup, elle arrive à la fin et elle clôt le film, et elle revient au début, et surtout, c'est des humains, quoi. Enfin, c'était sortir de ce bâtiment pour revenir. Le fait que là, on parle plus de métaphore, mais que c'était des vrais gens qui sont morts. Enfin, c'était des vrais... Donc s'il faut, ils étaient absolument pas d'Hiroshima, ils étaient d'une autre ville, peut-être qu'ils n'appartiennent absolument pas à cette histoire. Je sais pas qui c'est, j'ai aucune information. Voilà. Mais c'est vrai que on peut se raconter plein de choses avec cette photo. Ouais. Ça m'a beaucoup ému. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je peux en parler encore après, moi, du film. Non, par exemple, je parlais tout à l'heure sur ce type de travail, sur Utilité criminelle, je disais que je lisais beaucoup, par exemple. Et là, évidemment, sur ce film, c'est un film où j'ai dû lire 3 ou 4 ans avant de m'y coller. 3 ou 4 ans. Oui, bah, je ne fais pas que ça, hein. Oui, oui. Mais c'est très très important. Et du coup, le film, je crois beaucoup au travail de l'invisible dans le cinéma, c'est-à-dire tout ce qu'on apporte, mais qu'on ne donne pas à lire de manière très très, très, très claire. Et là-dedans, moi, ce que m'ont ramené toutes ces lectures, c'est à la fois un savoir très précis qui m'a été là qui est visible, c'est le fait de connaître par cœur l'urbanisme de la ville. C'est-à-dire, j'ai pu dater les photos, par exemple. Tout ce travail de savoir d'où elle a été prise, quand est-ce qu'elle a été prise, là, donc un savoir un peu technique, mais c'est aussi tout le savoir que j'ai accumulé, qui est à la fois un savoir sur l'histoire, hein, voilà, même s'il n'est pas là, et c'est un film qui est rempli des témoignages de survivants, de tous les trajets de vie que j'ai pu suivre, dans leur manière très concrète, hein,
soit des survivants qui décrivent la mort des autres, soit des gens qui ont écrit avant de mourir, et toutes les questions, voilà, de tout ce poids-là. Moi, dans le film, je le fais comme un mémorial. Je veux dire, c'est pas un film que j'adresse aux spectateurs vivants, c'est un film que j'adresse à la mémoire des gens que j'ai croisés et qui m'ont nourri. Et c'est ce poids-là qui rend ce film, qui n'est finalement qu'un film autour d'un bâtiment, qui lui donne un poids. Euh, j'ai rempli chacune de ces photos et chaque moment de tout ce que j'avais traversé. Et c'est un film, moi, qui m'a permis de faire mon propre travail de deuil de toutes les lectures que j'avais faites. Et du coup, il y a la musique, mais il y a aussi d'un coup cette chose tout ce temps passé sur cette histoire que je redépose dans le corps d'un film. Et alors, je ne sais absolument pas comment ça travaille, ce qu'il fait, mais je pense que d'un coup, inconsciemment, ça va passer par un rythme, ça va passer par des choix, mais c'est une manière de transmettre les choses qui n'est pas du tout concrète et qui n'est pas analysable. Mais en tout cas, par exemple, je sais que c'est un film où, quand moi je le fais, je me suis dit, de toute façon, ça n'intéressera personne. C'est un film de 10 minutes qui tourne autour d'un bâtiment, je ne vois même pas comment ça peut intéresser quelqu'un. Et je sais que c'est mon film qui a été le plus montré, que j'ai des gens, des retours de gens très émus par le film, alors, et que je ne comprends toujours pas comment on peut être ému par le film. Hein. À part moi, je ne vois pas comment on peut être ému par un film aussi abstrait. Mais je pense que c'est là que ça se travaille, c'est le poids de l'invisible, et de la mémoire des gens, et de mon dépôt à moi, voilà, de cette douleur, ouais, que le deuil que j'ai déposé dans le film, finalement, agit. Et la correspondance, peut-être la partie invisible par rapport au film de René. Là, dans quel sens? Est-ce que, par exemple, quand tu fais les photos, quand tu es à Hiroshima, il y a des bribes de films qui te reviennent, il y a des choses qui se travaillent? Non, je suis très... quand je suis en train de faire un film, je suis très très hermétique au... C'est-à-dire que j'ai revu Hiroshima mon amour, mais comme j'ai vu tous les films que je pouvais voir sur Hiroshima, hein, les films, surtout évidemment du coup des films japonais, parce que ça n'intéresse pas beaucoup les occidentaux, Hiroshima. Mais du coup, ça fait juste partie d'un corpus de références historiques, etc. Mais ça ne m'aide pas à penser le film que je vais faire. Voilà, c'est détaché de toute citation directe. J'ai volé une image qui est une image de Hiroshima mon amour pour le remettre dedans. Sur les manifestants, c'est la seule image que j'ai volée. Mais c'est un film qui m'a permis de comprendre la ville, par exemple. Et le texte de Duras, il est fulgurant. Elle n'est pas allée là-bas. Et même pour mes amis de Hiroshima, par exemple, pour eux, c'est le film le plus juste sur ce qui s'est passé. Et le Tu n'as rien vu à Hiroshima, c'est vrai que c'est très surprenant qu'elle ait pu écrire ça, parce que, effectivement, en fait, c'est de la mise en scène, Hiroshima. C'est de la mise en scène de ruines. C'est d'aller dans un parc de la paix, mettre sa petite bougie et dire oh, c'est quand même c'est difficile, c'est pas là qu'on croise la ville. Ça ne sert à rien de voir. Et beaucoup de choses dont elle parle ont été détruites, la mémoire s'efface, etc. Et c'est un texte magnifique qui est toujours valable aujourd'hui. Et dans le film, la manière dont René a filmé la ville, etc., est d'une justesse étonnante. C'est-à-dire qu'il a tout compris de cette ville, et quand il les filme je sais pas, même dans l'hôtel, dans ce grand hall totalement vide et tout ça, c'est des choses qui répondent beaucoup à la manière dont cette ville est organisée. Voilà, donc il m'a appris voilà, il m'a permis de croiser un regard de quelqu'un, là français ou européen, sur la ville, mais d'ailleurs c'est peut-être le seul film français sur Hiroshima, je ne dois pas y en avoir beaucoup. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Surtout pas du domaine de la fiction. Non, j'essaie de m'isoler Enfin, spontanément, je n'ai jamais eu besoin d'aller chercher des références filmiques, je veux dire, en termes d'organisation du travail, etc. Je ne veux pas cultiver une singularité, mais en tout cas, j'essaie d'être dans un travail assez solitaire par rapport aux propositions que je fais. Tout à l'heure, tu parlais du coût des photos. Comment ça se finance, ce film? Alors ça se finance par chance. Moi, ça va être une des premières fois que je demandais de l'argent.
en milieu du cinéma. Et vu les films que je fais, c'est pas une évidence pour les commissions, par exemple. Et surtout, ce film était écrit, mais c'est écrit, voilà, ce serait un film avec des photographies, on va tourner autour d'un bâtiment. Enfin, tout ça, l'écriture ressemble vraiment au film, mais quand tu le lis à blanc, tu fais... Ouais. Voilà, ouais, ouais. Et du coup, par chance, en fait, j'avais eu la Villa Médicis sur les murs, par du coup, le champ de l'art contemporain. Et du coup, ça, j'avais eu 5 000 euros, et 5 000 euros me couvraient largement le fait d'aller à Hiroshima, de chercher les images, et de faire le film. C'est-à-dire, je pouvais faire le film pour 5 000 euros. Ça aurait été un film différent, il m'aurait manqué quelques images, il n'y aurait pas eu de copie 35 mm, mais en tout cas, je faisais mon film, qui aurait été vraiment quasiment le même avec cet argent-là. Et du coup, ça donne toujours une crédibilité au dossier. Parce qu'après, du coup, moi j'habitais à Tours, donc j'avais le droit d'accéder au fonds régional en documentaire, parce que je pouvais tourner ailleurs, habitant la ville de Tours. Et comme là, dans le dossier, c'était voilà, je vais partir de telle date à telle date, ça rend le projet crédible, donc du coup, eux se sont engagés. Donc à l'époque, c'était Centre Image. Maintenant, c'est Cyclique. Et comme je partais, après, Arte a accepté le projet. Et on a eu, du coup, le COSIP. Et finalement, on a eu 40 euros. Mais ce qui était... je me rappelle, j'ai été un peu impoli. Il y a ce qui s'appelle l'aide à la qualité. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on fait un court-métrage qui n'a pas eu le CNC, enfin, qui n'a pas eu ni l'aide au programme, ni la contribution financière, c'est une aide de rattrapage. On envoie le film, et ils peuvent donner quand même jusqu'à 30 000 euros, je crois, 40 000 euros, donc c'est énorme. Pour grosso modo réparer un peu les dégâts de leur système qui fait que dès qu'un film est un peu bizarre, de toute façon il n'est pas aidé, donc ils les aident après coup. Donc déjà sur le principe, c'est une aide que je n'aime pas. J'aimerais bien qu'ils soient un peu plus courageux sur les aides à la production. Et du coup, je m'étais engueulé avec eux parce qu'ils me disent oui, vous l'avez eu. Je fais mais je comprends pas qu'on l'ait eu. Fait bah oui, mais vous n'avez pas le CNC. Je fais bah c'est pas parce qu'on a le CNC qu'on est pauvre. Nous, on a eu 40 000 euros. Avec 40 000 euros, j'ai pas tout dépensé. On a fait une prime à mes assistants. C'est-à-dire que voilà, le film ne coûtait pas 40 000 euros. Et du coup, je m'étais engueulé avec eux en disant mais je fais pas l'aumône, quoi. J'ai pas besoin d'argent a posteriori. Voilà, tout le monde a été payé correctement. J'ai fait le film que je voulais faire sans me contraindre artistiquement. Donc voilà, gardez votre argent. Atypique. Oui, atypique, mais en même temps, c'est de l'argent public. On fait pas n'importe quoi. Enfin, c'est très agréable d'avoir 10 000 euros sur son compte en banque, mais voilà, je préfère qu'ils me donnent 10 000 euros pour faire un film que pour après justifier le fait que voilà, le CNC, finalement, comme aide quand même des films qui sont un peu différents. Tu disais que c'est un film qui a tourné dans le monde entier. Oui, c'est un film qui a beaucoup, beaucoup tourné. Je ne sais pas, c'est par exemple en Utilité criminelle et celui-là, c'est des films qui, aujourd'hui encore, font 50, 60 projections à travers le monde, alors que c'est des films qui ont quand même une dizaine d'années maintenant. Mais l'absence de parole est quelque chose d'important. C'est-à-dire d'un coup de passer que par le montage. Là, c'est pas une question d'archive, hein, c'est une question vraiment de se défaire de la langue en elle-même, fait que les objets films voyagent beaucoup plus facilement, puisque le travail de l'image et du montage est partageable, parce que les sous-titres ne traduisent pas tout. Il y a quand même toujours quelque chose qui se perd dans la traduction. Et du coup, des films comme ça, voyez, parce que n'importe qui peut le voir sans aucun prérequis. Ce qui est la différence avec des films qui sont voilà, des films qui travaillent plus sur le son, sur la langue, et qui du coup sont forcément sur lesquels il est plus difficile de voyager. Juste un petit mot pour compléter en fait sur ce film qui a été vu de nombreuses fois. Nous l'avons programmé à Lycéens et Apprentis au cinéma l'année dernière. Donc en fait, beaucoup d'enseignants et lycéens ont eu l'occasion de le voir, donc 2013-2014. Donc c'est un film qui a aussi beaucoup tourné dans notre région. Oui. Ouais, moi je suis toujours très content quand les films... Enfin, déjà, je suis admiratif que ça existe, là, lycéens, collégiens et école au cinéma, parce que j'aurais adoré avoir ça quand j'étais gosse. Et moi, je trouve ça, en tant que réalisateur, génial quand mes films partent vers là, parce que c'est toujours l'occasion de montrer des films. Là, en tout cas, il y a plein de gamins qui n'ont jamais vu ce type de film.